un quart, soit 25% de tous les dollars en circulation, ont été imprimés depuis janvier 2020. Dans la zone euro, on est à un peu plus de 12%. Rendez-vous compte, un quart des dollars qui existent aujourd'hui n'étaient pas présents dans l'économie avant la crise du Covid. Si vous payez en dollars, dites-vous qu'une personne sur 4 paye avec un dollar qui a moins de 2 ans. C'est tout simplement hallucinant. Et qui dit plus de monnaie en circulation, dit moins de valeur pour la monnaie elle-même. Rappelez-vous, je vous l'expliquais lors de ma précédente vidéo. La guerre en Ukraine n'est pas responsable de l'inflation. Non, en déclenchant la guerre, Vladimir Poutine n'a fait qu'augmenter la crise, mais celle-ci était déjà présente. Aujourd'hui, et afin d'en comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants, nous allons, si vous le voulez bien, poursuivre notre tour d'horizon et trouver un moyen, ensemble, de nous protéger de l'inflation. Allez, let's go, générique. Bon, pour commencer, petite présentation pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Kevin et je suis éducateur spécialisé. Depuis quelques années, je m'intéresse au domaine de la finance, la vulgarisation, l'autonomie, l'émancipation sociale. Je ne prétends pas être un expert, loin de là. Par contre, j'estime avoir développé des compétences et avoir de nombreuses connaissances à partager. J'espère qu'elles pourront vous être utiles et ou à minima vous faire réfléchir sur tout ce que nous vivons chaque jour dans cette société. Tout ce que je vais être amené à vous expliquer sur cette chaîne ne regarde et n'engage que moi. Il ne s'agit en aucun cas de conseils financiers, politiques et ou d'une forme de ligne de conduite, une sorte de recette magique pour vous sortir de la précarité. Je reste ouvert au débat et je vous propose seulement de vous présenter les choses telles que je les comprends et les interprète. Entre nous, entre citoyens, dans les médias, à la télévision, on parle beaucoup d'inflation. Mais peu de journalistes, experts et ou conseillers vous proposent de réfléchir ensemble sur ces causes et comment vous en protéger. Aujourd'hui, nous allons donc parler dans cette vidéo des banques et de ces différents livrets. En décembre 2022, selon la Banque de France, accrochez-vous, 5 726 milliards d'euros étaient épargnés par la plupart des ménages. Une somme supérieure de près de 2 fois la dette publique, qui est déjà énorme en France. L'épargne des Français en banque, c'est 3 fois la capitalisation boursière du CAC 40. Oui, c'est lunaire, et oui, ces chiffres ne parlent pas du tout, je suis tout à fait d'accord. Mais j'imagine que vous vous posez les mêmes questions que moi. Mais où les Français mettent-ils leur argent? Eh bien, je vais vous le dire. Principalement en assurance vie, puis sur leur compte courant, le livret A, le livret de développement durable, le livret d'épargne populaire, etc. Et c'est justement de ces principaux livrets dont nous avons parlé dans cette vidéo. Pour ce faire, dans cette vidéo, je vais essayer, à mon humble niveau, de répondre à 5 questions essentielles. 1. Le livret A, le livret du développement durable et solidaire, et le livret d'épargne populaire. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Concrètement, qu'est-ce que ça vous rapporte? Qu'est-ce que ça me rapporte? Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte à la banque? Quels sont les risques pour nous les épargnants? Et cela nous permet-il réellement de nous protéger de l'inflation? Si je ne suis pas assez clair et précis dans mes explications, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Bon alors c'est parti. Déjà les principaux livrets, quels sont-ils et à quoi servent-ils? Le numéro 1, et de très loin, c'est le livret A. Sur 67 millions de Français, 55 millions en possèdent un, soit un peu plus de 8 Français sur 10. Considéré comme le placement préféré des Français, le livret A est en réalité un simple produit d'épargne réglementé par l'État qui décide lui-même de son fonctionnement, de son taux et de son plafond. Nous l'avons vu récemment, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et le gouvernement ont décidé de remonter le taux du livret A à 3%. C'est donc un produit que votre banque vous propose, mais c'est le gouvernement qui décide de ses conditions. Pour faire plus simple,
En tant que client de la banque, vous prêtez en quelque sorte de l'argent à un groupe bancaire. C'est d'ailleurs assez étrange que les gens ne le savent pas, mais lorsque votre salaire arrive à la banque vous doit une dette sur cette somme. Mais c'est déjà plus votre argent. Vous devenez créancier de la banque. C'est comme si vous lui prêtiez de l'argent, donc elle vous le doit. C'est d'ailleurs aussi pour ça que vous êtes limité sur votre nombre et sur le montant de vos retraits. La banque n'a déjà plus l'argent en caisse, donc elle s'assure juste de ne pas avoir à rembourser tout le monde en même temps. Peut-être que nous en parlerons lors d'une prochaine vidéo, mais aux États-Unis et dans le monde, il y a déjà eu de nombreuses banques qui ont fait défaut et refusé de rendre leur argent à ses clients. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Vous avez accepté d'investir sur votre banque. Vous avez accepté les risques. Donc si elle perd de l'argent, c'est tant pis pour vous. Là où c'est dommage, c'est que la plupart du temps, vous ne le savez pas. Pour en revenir au livret A, c'est le même principe. Quand vous faites le choix de transférer la dette que vous aviez à la banque sur votre livret A, vous transférez juste la dette. Il est donc important de faire confiance à cette banque, car si vous lui confiez votre argent, peut-être l'épargne de toute votre vie, il y a des risques. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il est important que vous compreniez comment cela fonctionne. Le livret A, ça vous rapporte 3% par rapport à l'argent que vous avez prêté à la banque, tout en se basant sur ce que le gouvernement lui impose. Si jamais la banque sur laquelle vous détenez votre livret A vous semble suspecte, ou vous n'avez tout simplement plus confiance en elle, vous pouvez demander à effectuer un transfert de votre livret A sur une autre banque. Vous ne pouvez en détenir qu'un seul. C'est une obligation légale. Mais vous pouvez le transférer à l'infini. Je vais revenir un petit peu sur les spécificités de ce livret. Le livret A, ses bénéfices ne sont pas imposables. C'est un avantage fiscal. Vous pouvez gagner de l'argent sans que l'État ne vous prenne ensuite de l'argent sur vos bénéfices. Vous pouvez détenir qu'un seul livret A. Et même les investisseurs français mineurs peuvent en posséder un. Le plafond de ce livret est de 22 950 €. Cela veut dire que vous pouvez mettre au maximum cette somme sur le livret. Mais si les 3% d'intérêt vous font dépasser les 22 950 €, ça ne compte pas, il n'y a plus de limite. On appelle ça des intérêts composés. Maintenant, posons-nous la question. C'est très bien. Je comprends un peu mieux ce que c'est que le livret A. Mais concrètement, où sont investis mes fonds ? Pour vous protéger et vous mettre à l'abri des risques de faillite de la banque, dont nous parlions un peu plus tôt, le gouvernement a fait le choix d'imposer à votre banque de transférer l'intégralité de votre créance, donc de la dette, la reconnaissance de dette que la banque vous doit, vers ce qu'on appelle la banque des dépôts et consignations. En décidant donc de transférer vos fonds du compte courant qui appartient entièrement à la banque, vous avez fait le choix, sans le savoir, de transférer la dette que votre banque vous devait vers une autre banque, mais qui cette fois-ci est publique. Ok. Et cette banque des dépôts et consignations, qu'est-ce que c'est au juste ? Créée par Napoléon Ier en 1816, il s'agit d'une institution financière publique française. Dans le cadre du livret A, la Banque des dépôts et consignations investit vos fonds principalement dans le logement social. Mais ça a changé depuis un petit peu, et elle investit aujourd'hui également dans le renouvellement urbain. En pratique, la Caisse des dépôts et consignations utilise les ressources du livret A pour prêter de l'argent aux organismes de logement social, comme les offices publics d'aménagement et de construction, ce qu'on appelle les OPAC, les offices publics de l'habitat, OPH, les entreprises sociales pour l'habitat, ESH. Pour vous expliquer simplement comment ça marche, la Banque des dépôts et consignations prête votre argent à 3,67%, se prend 0,67% et renvoie les 3% à votre banque, qui elle-même vous les rend.
Cela signifie à présent que vous avez en votre possession la dette que la banque vous doit, plus les 3% que la banque des dépôts et consignations vous a offert, pour vous remercier d'avoir pris le risque de lui prêter de l'argent. Vous avez vu? C'est assez simple en fait. Non, je blague. C'est principalement ce que je regrette avec la banque. Aucun banquier ne vous explique quoi que ce soit. Dans le principe, je trouve ça super intéressant de prêter de l'argent à la banque des dépôts et consignations. Mais bon, tout comme vous, j'aimerais juste qu'on me le dise quoi. Maintenant pour le livret de développement durable et solidaire, le fameux LDDS, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est à peu près la même chose. Vous transférez la dette que la banque vous doit sur le LDDS et celle-ci réinvestit vos fonds à des particuliers, des copropriétés, des professionnels du bâtiment. Le but est de permettre à celles et ceux qui vont recevoir l'argent d'obtenir un prêt pour effectuer des travaux d'économie d'énergie dans les logements individuels et collectifs qui servent d'habitation principale ou secondaire. Même pour y faire de la location, ça marche aussi. En gros, il y a des gens qui ont besoin de faire des travaux. Et en mettant votre argent sur le LDDS, la banque le retransfère à ces gens-là, enfin elle leur reprête de l'argent pour qu'ils puissent faire leurs travaux. Mais cet argent, c'est vous-même qui l'avez prêté en amont. Là, cette fois, on ne passe plus par la banque des dépôts et consignations. C'est votre banque qui leur prête directement. Elle fixe le montant et la durée du prêt en fonction des éléments du dossier, de la nature des travaux et de la solvabilité de l'emprunteur. Elle a l'obligation de les proposer à des taux attractifs. Mais il n'y a pas des taux imposés par les pouvoirs publics. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Les conditions d'octroi du prêt peuvent donc varier d'une banque à l'autre, vous vous en doutez. Ce sont les banques qui contrôlent l'intégralité de l'éligibilité des travaux à partir des devis que vont leur fournir les personnes qui souhaitent emprunter. Les petites spécificités pour ce livret. Alors déjà, le taux de rémunération, il est juste de 2%, bien moins que le livret A. Et les bénéfices ne sont pas imposables, ça c'est bien, comme le livret A. Vous pouvez donc gagner de l'argent sans que l'État vous en prenne ensuite sur vos bénéfices. Vous pouvez ne détenir qu'un seul livret, comme le livret A. Et pour les mineurs, il faut avoir ses propres revenus et ne plus être attaché au foyer fiscal de ses parents pour en posséder un. Le plafond de ce livret est de 12 000 €, donc c'est bien plus petit que le livret A. Mais c'est la même chose avec les intérêts, qui peuvent ensuite dépasser le plafond. À présent, il ne nous reste plus qu'à voir le LEP, mais je vous invite à renouveler cet exercice pour les autres livrets que vous pourriez posséder à la banque. Pour le livret d'épargne populaire, le LEP, c'est déjà un livret un peu particulier. Même s'il fonctionne comme le livret A et que ces fonds sont directement réinvestis auprès de la banque des dépôts et consignations, que vous commencez un petit peu à connaître, ce livret est destiné exclusivement aux personnes à revenus modestes. En effet, l'ouverture d'un LEP est soumise aux conditions de ressources de la personne. Pour ouvrir un LEP en 2023, votre revenu fiscal de 2021, indiqué sur l'avis d'imposition 2022, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau que je vous affiche à l'écran. À titre informatif, je possède un LEP. Maintenant, et si vous avez réussi à ouvrir un LEP, vous aurez très certainement envie de savoir où sont investis vos fonds. C'est très simple, la Banque des dépôts et consignations s'en servira pour financer, cette fois-ci, des petites et moyennes entreprises. C'est des entreprises qui ont un peu moins de 250 personnes, ou des entreprises à taille intermédiaire. Les petites particularités pour ce livret, le taux de rémunération du LEP est juste extraordinaire. Il est déjà à 6%, et j'ai cru entendre que le gouvernement parlait de le monter à jusqu'à 7%. Les bénéfices ne sont pas imposables, comme on commence un peu à en avoir l'habitude avec les produits bancaires. Vous pouvez n'en détenir qu'un seul, et le plafond est malheureusement que de 7 700 €. Ouf, il fait déjà nuit. Bon bah alors on va essayer d'accélérer un petit peu. On va dire qu'on a vu à peu près les principaux livrets, comment ils fonctionnent et puis aussi à quoi ils servent. Les risques, nous les avons déjà un peu abordés. Ils reposent principalement sur la confiance et la solvabilité que vous accordez à votre banque. Mais je souhaiterais quand même rajouter une petite chose. Si la plupart des projets sont nobles
et intéressant, il s'agit de ce qu'on appelle une gestion pilotée. Vous donnez votre capital à la banque et c'est elle qui s'occupe de tout. Cela peut présenter des avantages, mais aussi des inconvénients. Ça, c'est à vous de le voir, en fonction de votre profil de risque. Mais retenez bien ceci, en déposant votre argent à la banque ou sur des livrets, cela fait de vous un investisseur et vous devez avoir confiance. À l'échelle de l'Europe, une règle régit toute la réglementation bancaire. N'importe quelle banque doit vous assurer un remboursement à hauteur de 100 000 euros. Il y a déjà eu un précédent à Chypre, si je me souviens bien, mais nous en parlerons lors d'une prochaine vidéo. Au-delà de cette somme, de toute façon, ils ne vous rembourseront pas. Donc je vous conseille de ne pas mettre plus en banque. 100 000 euros, c'est le max. Ou à minima, de ne pas tout mettre dans la même banque. Concrètement, ce que cela vous rapporte, nous l'avons vu. Quelques minimes intérêts. Et pour la banque, parfois elle peut prendre aussi sa commission. Mais ça lui sert surtout à nourrir son réseau avec l'État et la Banque des dépôts et consignations. On ne sait jamais ce qui peut arriver et il est toujours important d'avoir dans son jeu de gros acteurs qui ont le pouvoir de vous sauver en cas de faillite. Après, ma vision des banques est peut-être un peu biaisée, mais c'est ainsi que je perçois les choses. Et donc pour conclure, j'ai envie de vous dire, l'objectif c'était surtout de répondre à la grande question. Est-ce que déposer votre argent en banque, à l'intérieur d'un livret A, d'un LDDS, LEP ou un autre livret, est-ce que c'est une bonne pratique en cas d'inflation? Est-ce que la banque nous protège réellement de l'inflation? Et là, j'ai envie de vous dire à la fois oui et à la fois non. Déjà, avec une inflation à 6 ou 7% en Europe, si vous conservez la dette que la banque vous doit et que vous ne faites rien, à la fin de l'année, sur vos comptes, vous êtes à moins 6 ou moins 7%. Que les choses soient claires. C'est aussi simple que ça. Donc si vous laissez votre argent librement sur votre compte courant, ce que des millions de Français font quand même, vous perdez systématiquement de l'argent. Avec 6 ou 7% d'inflation sur un capital à, on va dire 10 000 euros, c'est 6 ou 700 euros de perdu chaque année. Point. Et vous avez juste rien fait. On vous a ponctionné 700 balles. Mais avec le livret A et le LDDS, qui avoisine autour des 2-3% d'intérêt, on ne passe plus qu'à 200 ou 300 euros de perdu chaque année. C'est déjà un peu moins. C'est quasiment même 2 fois moins. Et donc là, ça peut devenir intéressant, non? Bah franchement, perdre de l'argent tous les ans, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que ce n'est jamais et ce ne sera absolument jamais profitable pour qui que ce soit. Vous auriez plus intérêt à tout dépenser dans le courant de l'année. Voire dès que ça arrive sur votre compte bancaire, vous dépensez tout dans le mois. C'est pas du tout une bonne idée, je le sais bien. Mais je suis sûr que certains et certaines d'entre vous le font déjà, donc voilà, et je peux l'évoquer aussi quand même. Non, je pense que, blague à part, là où la vraie question se pose, c'est lorsqu'on parle du LEP. Cela ne concerne pas du tout le monde, et il est difficile, si vous avez entre guillemets de bons revenus, d'y être éligible. Mais son taux d'intérêt avoisine le taux de l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, avec votre épargne placée sur un livret d'épargne populaire, un LEP, avec un maximum de 7 700 euros, je rappelle, vous ne seriez ni en gain, ni en perte à la fin de l'année. Vos intérêts seraient réellement de 0. Mais vous n'auriez pas perdu. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais insister. Vous n'aurez rien perdu. L'argent que vous aurez placé en banque aura toujours la même valeur à la fin de l'année. Vous auriez alors battu l'inflation. Bravo. Bravo, bravo. Ou plus techniquement parlant,
c'est elle qui vous aurait pas mis à genoux. Personnellement, j'utilise le LEP toute l'année, sachant qu'il me donnera absolument 0 à la fin de l'année. Je l'utilise pas du tout pour épargner, mais pour anticiper des dépenses futures. Je vous explique. Toutes mes nouvelles dépenses liées à mon appartement, eau chaude, eau froide, poubelle, frais de copropriété et taxes foncières, sont prélevées en une seule fois en fin d'année. Je me sers donc du LEP, le livret d'épargne populaire, pour mettre de côté tous les mois la somme dont j'aurai besoin à la fin de l'année 2023. Bon, mis à part cela, il se constitue une épargne de précaution, à peu près 3 à 6 mois, pour pouvoir réagir en cas de coup dur. C'est de l'argent que vous pourrez piocher dedans s'il se passe quelque chose. De mon point de vue. Mais alors, c'est mon point de vue personnel, hein, et ça n'engage que moi. La banque et les produits qu'elle propose ne me semblent pas du tout, mais alors pas du tout, être une réponse satisfaisante contre l'inflation. Vous vous ferez votre propre avis, et je vous invite réellement à analyser les différents livrets et les différentes propositions que la banque va vous faire, et que les différentes banques vont vous faire d'ailleurs. Mais alors du coup, vous me direz que faire? Eh ben, pour vous protéger de l'inflation, comprendre un petit peu ce qui se passe, et surtout continuer à vous constituer un patrimoine et vous enrichir, je vous conseille déjà de vous abonner. Et la prochaine fois, on va continuer cette enquête, on va continuer à essayer de trouver la solution. Donc bah oui, abonnez-vous. La prochaine fois, nous parlerons un peu plus en détail des risques bancaires et de la garantie des 100 000 € dont je vous parlais tout à l'heure. Ce ne sera clairement pas une solution pour vous protéger de l'inflation, mais peut-être le moyen d'en apprendre un peu plus sur le monde opaque, enfin en tout cas que je trouve opaque, du système bancaire. Nous aborderons notamment la faillite de plusieurs banques en Europe et dans le monde, pour comprendre un peu plus ce que vous risquez, vous, en laissant votre argent à la banque. Merci à tous et à toutes. Ciao.